à tous et merci de suivre le 23h de RTI1. Au sommaire de l'actualité, Kandia Camara, présidente du Sénat, présidée à Yamoussoukro la première séance plénière de la deuxième session 2024. Les sénateurs en délibération sur le projet de loi de ratification de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Bonne nouvelle pour le secteur du transport aérien. Le pays va bientôt recevoir de nouveaux avions pour Air Côte d'Ivoire. Il s'agit de 2 Airbus A330 qui seront livrés au premier trimestre de l'année 2025. Une délégation d'Air Côte d'Ivoire à Toulouse pour ce faire. Et puis hors de nos frontières au Mozambique, le candidat du parti au pouvoir Daniel Chapo est élu président selon la commission électorale. Son principal opposant Venancio Mondlane a appelé à 2 jours de manifestation pour dénoncer des fraudes. Merci d'être des nôtres sur RTI1. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a échangé cet après-midi dans la commune du Plateau avec la Fédération des producteurs de maïs au cœur des discussions, la disponibilité de ces denrées alimentaires sur toute l'année. L'État ivoirien, selon le Premier ministre, va apporter son appui à l'Intermaïs. On écoute à la sortie d'audience le vice-président de la Fédération des producteurs de maïs, Mamadou Bamba. La rencontre avec M. le Premier ministre a tourné autour du stockage du maïs en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le maïs est produit en grande partie au nord. Donc on n'a qu'une seule campagne, c'est-à-dire que pour le maïs, et on ne récolte qu'à la même période. De sorte que cette récolte doit servir sur toute l'année en Côte d'Ivoire. Et n'ayant pas les moyens de pouvoir stocker, évidemment aujourd'hui on constate à un moment donné de l'année que nous n'avons pas de maïs en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de stocker. Si on a la capacité de stocker, on va stocker sur la production pour toute l'année. Donc aujourd'hui, M. le Premier ministre nous a rassuré avec nos partenaires chinois que les moyens seront dégagés pour que justement nous puissions nous doter de silos qui puissent nous permettre, n'est-ce pas, de stocker dans les meilleures conditions le maïs et pourquoi pas après transformer ce maïs-là. Et donc, nos partenaires qui sont Ongdefa ici sont bien outillés pour donc, investir dans le domaine des silos, mais aussi pour investir dans tout ce qui est transformation du maïs. Nous vous le disions en titre, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a présidé à Yamoussoukro la première séance plénière de la deuxième session 2024. L'ensemble des sénateurs étaient en délibération sur le projet de loi de ratification de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. On fait le point avec Kader Godogo à Yamoussoukro. Jour de plénière au Sénat. La de la deuxième session 2024. La séance est présidée par Kandia Camara. 2 grandes étapes. L'exposé de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire qui avait adopté le projet de loi relatif à la BERD et des échanges avec l'ensemble des sénateurs. Au final, le vote. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, signé le 29 mai 1990 à Paris, tel que modifié en octobre 2006, en septembre 2012 et en septembre 2013, est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. D'autres projets de loi sont attendus sur la table des sénateurs, les émissaires du président de la République également. Rendons-nous à Washington où se tiennent les assemblées annuelles 2024 du Fonds monétaire international depuis le lundi 21 octobre. Un rendez-vous mondial de l'économie auquel participe la Côte d'Ivoire. Dans l'agenda des ministres ivoiriens, séance de travail, table ronde, signature de convention, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a signé hier, mercredi 23 octobre, un accord de financement sur le fonds d'investissement de l'OPEP. Serge Kolia est à Washington.
Les rencontres se multiplient pour les ministres ivoiriens qui mettent à profit le séjour à Washington. Le ministre des Finances et du Budget signe un accord de financement avec l'OPEC Fund, le fonds de l'OPEP pour le développement. C'est une convention de 60 millions de dollars qui vise à financer le programme d'appui à la transformation économique et à la gouvernance inclusive. La Côte d'Ivoire promeut tout ce qui est gouvernance inclusive, la transformation économique également. C'est la base en fait de la politique qui est derrière le plan national de développement. Donc nous considérons que cette convention va contribuer de façon déterminante aux activités que nous menons dans ces deux secteurs. Toujours dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale, les gouverneurs du groupe Afrique 2 se sont retrouvés au cours de leur traditionnelle réunion présidée par la ministre Niale Kaba. Ils ont fait l'état des lieux de la situation économique au sein des États membres. On retient de cette rencontre la nécessité de créer des espaces budgétaires pour faire face aux défis de croissance et de réduction de la pauvreté. Et il faut noter que les pays africains ont désormais un troisième siège occupé par le ministre Wotabuna Ouattara. Le nouvel administrateur couvre 15 pays et prend fonction le 1er novembre prochain. La délégation ivoirienne a aussi participé à la réunion des gouverneurs du G24 en présence de la directrice générale du FMI, Christina Georgieva, a eu des échanges avec le ministre des Finances et du Budget. Au total, une série de rencontres de haut niveau, des tables rondes, des discussions techniques et des groupes consultatifs avec les décideurs du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de développement. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan a rencontré les 95 chefs Atchan et Aké au district. Cissé Ibrahima Bankongo a remis à chacun une assurance santé individuelle et un téléphone portable pour les accompagner dans la gestion quotidienne de leur village. Cette rencontre marque un nouveau départ entre le district autonome et la chefferie pour gérer ensemble le district et Jeune à Toubé. Moment solennel, instant de bonheur selon les mots du porte-parole des chefs Akin et Aké pour qualifier leur rencontre avec le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Si cette rencontre participe de la réaffirmation de l'engagement de la chefferie du district et cette entité déconcentrée à une non-franche collaboration, elle tient surtout de ce que les chefs sont un maillon essentiel dans la gestion du district. Illustration, la remise à chacun de ces 95 chefs Atchan et Aké d'une assurance santé individuelle et d'un téléphone portable. L'assurance va nous permettre de nous soigner et d'être plus performants et d'être toujours à la tâche. Nous souhaitons que les échanges avec les différents chefs puissent s'accentuer pour s'imprégner des réalités de chaque localité, de chaque village. Nous avons senti un rapprochement réel et son affection pour le bien-être de l'homme en général. Et en commençant donc cette touche particulière par les chefs de village, c'est un honneur, c'est un capital de confiance pour nous qui est important. Et nous avons le devoir de le suivre dans ce mouvement pourvu qu'à terme, ce que nous recherchons est le bonheur des populations soit un acquis. Ils sont 60 chefs Atchan et 35 chefs Aké ayant en charge la gestion des villages qui composent le district autonome d'Abidjan. C'est la seconde fois depuis sa prise de fonction que Cissé Bankongo les rencontre. Une rencontre tout aussi importante que la première et qui permet aux deux parties d'engager, selon les propres termes du ministre-gouverneur, un départ nouveau. Passer le temps des récriminations et des incompréhensions nées des opérations d'assainissement menées par le district d'Abidjan. Ensemble, ils reprennent la marche pour relever les défis futurs. Avec vous, nous parviendrons à bâtir une ville, Abidjan, où chacun va s'épanouir, où les générations futures auront une meilleure qualité de vie et pourront vivre dans la paix et le respect de nos valeurs. C'est pour cette raison qu'il continue de poser des actes concrets pour renforcer vos capacités et améliorer vos conditions de travail. Dans ce contexte de départ nouveau, les chefs Atchan et Aké sont repartis, heureux d'une bonne nouvelle. Le président de la République offre à chacun d'eux un véhicule de fonction. Ce sont au total 95 véhicules déjà achetés et actuellement soumis aux formalités administratives. Plusieurs pays frontaliers se partagent des cours d'eau.
La gestion peut s'avérer conflictuelle et menacer même la survie des communautés qui en dépendent. Et pour réfléchir sur la gouvernance des eaux transfrontalières et des lacs internationaux, 154 pays membres de la Convention sur l'eau sont à N'Djoubdjana, la capitale slovène, et parmi eux la Côte d'Ivoire, représentée par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Il s'est entretenu avec la secrétaire exécutive de la Commission des Nations Unies pour l'Europe, Tatiana Molcin. L'idée s'inspirer des modèles de gestion réussis des eaux d'Idingessa. Après l'adhésion à la Convention sur l'eau, la Côte d'Ivoire fait du lobbying. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, multiplie les audiences pour discuter des modalités de partenariat au profit de la Côte d'Ivoire. Pour Tatiana Molcin, première responsable de la Convention, les besoins du pays constituent une préoccupation commune. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Convention aura un impact direct pour le pays dans une meilleure gestion de ses ressources en eau et des ressources en eau transfrontalières. Nous venons d'avoir une excellente discussion avec son Excellence le ministre précisément sur l'élaboration d'un plan d'action national avec des actions concrètes pour mettre en œuvre la Convention. Les éléments juridiques comme le Code sur l'eau et les autorités des bassins fluviaux représentent, selon Laurent Tchagba, des instruments de gouvernance qui permettront à la Côte d'Ivoire d'être un leader sous-régional sur les questions des eaux partagées. Ce sont ces autorités de bassin qui vont permettre de dégager des gouvernances bassin par bassin pour pouvoir gérer la ressource de manière intégrée en prenant en compte les besoins des uns et des autres. Mais tout cela doit pouvoir s'adosser à la Convention. Ça lui donne un crédit et ça donne la sécurité. Un peu plus tôt, le directeur général des ressources en eau, Eugène Yeo, a pris part à un panel de haut niveau. Il y a présenté des exemples de gestion des bassins du Niger et de la Volta. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a procédé au lancement de la production piscicole de Blanfla, localité située sur l'As Boisflé-Saint-Fra. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement ivoirien. Le projet bénéficie donc d'un appui financier de la Banque africaine de développement dont l'objectif vise à lutter contre la pauvreté tout en garantissant la disponibilité de la production de poissons à grande échelle. Kader Sogodogo. Blanfla, 15 km de Boisflé sur l'axe qui conduit à Saint-Fra. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a effectué le déplacement pour lancer officiellement la production piscicole. Activité génératrice de revenus, lutte contre la pauvreté, disponibilité du poisson. Le projet prend forme. Nous avons équipé ces jeunes-là avec tout le matériel qu'il faut de pisciculture. Nous avons remis aujourd'hui l'aliment pour toute la production et également les alevins. Et nous avons recruté un cabinet qui va les accompagner durant tout le cycle de production. 11 fermes, 88 étangs, un jour nouveau s'élève pour la jeunesse. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv. Il bénéficie d'un appui financier de la Banque africaine de développement BAD. Le ministre, tout en invitant les jeunes à se mettre au travail, rassure du soutien sans faille du gouvernement et de ses partenaires. Nous sommes venus constater l'effectivité de ces différentes réalisations. Ces infrastructures ont été bien formulées, bien réalisées et les accompagnements se feront à l'effet de pouvoir permettre à ces personnes bénéficiaires qui puissent véritablement jouir du produit de cette exploitation. Après Blanfla, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, est attendu à Zata, porte d'entrée de Yamoussoukro, en provenance de Boisflé, avec en perspective de bonnes nouvelles pour les populations locales. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a procédé ce matin à la remise de matériel au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Selon Jacques Assaouré-Kounan, ces équipements visent à soutenir les efforts du ministère en vue de faciliter la collecte de données météorologiques et surtout d'affirmer le système d'alerte précise. Le compte-rendu de Grâce Cadeau. Inondations, érosion côtière, changement climatique, des phénomènes face auxquels le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique intensifie la lutte.
Dans cette optique, une remise d'équipements appropriés au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Il y a 20 communes en Côte d'Ivoire et 566 kilomètres du littoral qui font face à tout ça. Ça implique quatre régions, d'où l'importance de cette problématique à régler. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, vous dire merci pour ce don qui va rendre nos capacités opérationnelles en matière de données plus fiables. D'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, ces équipements ont été acquis dans le cadre du projet régional d'investissement pour la résilience des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest, WACA. Je voudrais saluer la coopération entre la Banque mondiale et notre pays qui a permis de mettre en place ce projet en dotant la direction de l'hydrologie du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité d'équipements de pointe pour assurer une surveillance efficace de nos côtes. Elle marque la volonté de nos deux ministères de travailler en synergie pour adresser cette question de l'érosion côtière de façon spécifique, mais de façon générale, tout ce qui est impact de changement climatique sur la vie de nos populations. Après le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, d'autres structures étatiques bénéficieront également de matériel en vue de lutter contre l'érosion côtière et les changements climatiques. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, lui a effectué ce jeudi 24 octobre une visite de terrain à la nouvelle zone industrielle de PK24 à Coupé-Zedji. Il a visité 5 sites relatifs aux phases 1 et 2. La plateforme économique et industrielle PK24 à Coupé-Zedji vise à faire du développement industriel le pilier de la politique économique du pays. Juliette Ouya. Le projet de construction de la plateforme économique industrielle PK24 à Coupé-Zedji avance progressivement. Déjà, 8 entreprises vont s'implanter sur le site situé dans la région sud du pays. Elles vont occuper plus de 300 000 mètres carrés de surface, soit 26% des terrains aménagés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra-Souba, s'est imprégné de l'état d'avancement des travaux. Nous venons de faire une importante visite des travaux de la plateforme économique et industrielle d'Abidjan, porte sur une superficie de 431 hectares. Nous avons pu noter un taux d'achèvement des travaux d'environ 46%. Et nous avons noté également différents travaux qui ont été faits de voirie au niveau de cet espace industriel. Et dit que cette plateforme en fait rentre dans le cadre du grand projet de la zone industrielle PK24 qui a été lancée depuis 2014 de 1000 hectares. L'un des objectifs principaux de ce projet est de renforcer la transformation des matières premières et positionner la Côte d'Ivoire comme un leader industriel régional. Nous attendons sur cet espace environ 55 entreprises qui vont pouvoir créer plus de 10 000 emplois au niveau sur les 131 hectares. Une attraction au niveau des investissements directs étrangers de plus de 200 milliards de francs CFA. Et donc, nous avons noté que les opérateurs économiques se sont déjà manifestés. La plateforme économique industrielle PK24 à Coupé-Zedji va regrouper de multiples services, notamment des espaces commerciaux, un port sec et autres structures hôtelières. Et c'est une bonne nouvelle, le parc aérien d'Air Côte d'Ivoire s'agrandit. La compagnie aérienne va bientôt recevoir de nouveaux avions. Il s'agit de 2 Airbus A330 Neo qui seront livrés au premier trimestre de l'année 2025. Et pour ce faire, ce mercredi 23 octobre, une délégation d'Air Côte d'Ivoire, conduite par le président du conseil d'administration, a été reçue à Toulouse en France, au siège d'Airbus, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des 2 avions de dernière génération. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Toulouse, en France, Walter Amadou Ouattara et Aziz Ganijou. Air Côte d'Ivoire affiche sa détermination de se positionner sur le marché des vols long courriers tout en consolidant sa place de leader en Afrique de l'Ouest.
Les dirigeants de la compagnie ivoirienne, âgés de 10 ans et possédant 11 appareils opérationnels, sont conscients qu'il faut renforcer cette flotte. D'où la justification de l'acquisition de 2 nouveaux avions Airbus de dernière génération. Celui-ci, déjà brandé aux couleurs nationales, sera livré en mars 2025. Se place à Toulouse, en France, au siège du concessionnaire, le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, le général Aboulaye Coulibaly, s'en félicite. Nous avons commencé avec les Airbus 319, 320. C'est tout à fait normal qu'on aille un peu plus loin et un peu plus gros aussi. C'est pour ça que nous avons choisi l'Airbus 330-900. Sa configuration, c'est 4 places en première, 44 en business et 22 en premium et 174 en classe touriste. Adi Akoum, vice-président chez Airbus, soutient que la compagnie Air Côte d'Ivoire est un partenaire crédible qui progresse. Nous sommes très fiers du parcours de la compagnie. Air Côte d'Ivoire, elle a pu acheter des Airbus à 329 qu'ils ont pu les financer. Ils arrivent même à les maintenir eux-mêmes, ce qui est exceptionnel. Le peuple ivoirien, il verra bientôt l'effet de la mise en service de ces avions sur le développement de Air Côte d'Ivoire. Parce qu'à côté de transporter des passagers, cet avion, il a une grande capacité de transport de fret. Le second avion foulera le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en avril 2025. Cette acquisition va servir à faire la ligne Abidjan-Paris. Le retour à Abidjan où à l'initiative de la CEDEAO et de l'UEMOA se tient actuellement la deuxième réunion des autorités de la concurrence des communautés économiques régionales. Cette réunion vise à mettre en place un cadre réglementaire visant à réguler la concurrence dans le monde des affaires et partant de stimuler les échanges commerciaux entre les pays du continent africain. Mahama Traoré. Il existe déjà un accord de coopération entre la CEDEAO et l'UEMOA en vue d'assurer la mise en œuvre efficace et cohérente des législations relatives à la concurrence dans la région ouest africaine. C'est cette initiative que les deux organismes veulent étendre à tout le continent. Afin de lutter contre les effets néfastes de ces pratiques anticoncurrentielles, les autorités régionales de concurrence doivent prendre conscience de leur rôle central et de leur statut de bloc de construction pour la zone de libre-échange africaine. Un consensus se dégage autour du fait que la libre concurrence, juste et équitable, est une dimension incontournable de la croissance économique soutenue et du développement durable. La réunion qui se tient à Abidjan est consécutive à celle tenue à Lusaka en Zambie en juillet 2023. L'objectif est d'aboutir à la mise en place d'un cadre réglementaire pour une saine concurrence dans les milieux d'affaires africains. L'harmonisation du droit de la concurrence en Afrique est donc un défi important, dont la mise en œuvre permettra d'éviter le chevauchement et la duplication dans les interventions respectives des régulateurs régionaux. Pour les experts présents à Abidjan, assainir et réguler le jeu de la concurrence contribuera à accroître le commerce intra-régional en Afrique, estimé à environ 15% des échanges commerciaux du continent en 2023, selon la Banque africaine d'import-export. Et puis, pour parler Parlons à présent de ce forum africain pour promouvoir les bonnes pratiques environnementales dans les industries extractives. 25 pays sont attendus du 19 au 21 février 2025 à Yamoussoukro, à l'initiative de l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives et ses partenaires dans le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et Abidjan Legacy Programme. 72 heures pour explorer les défis et opportunités de la réhabilitation des sites miniers en Afrique. Objectif, une industrie minière plus inclusive et respectueuse de l'environnement. Les organisateurs de ce programme ont procédé à son lancement en présence de Léon Brou. Environ 65 tonnes, la production cumulée d'or, de nickel et de manganèse pour des recettes fiscales de 337 milliards de nos francs en 2023. Les industries extractives, donc une composante importante de l'économie ivoirienne. Seulement,
En Afrique, l'activité menace la forêt, les sols, voire même les productions agricoles et l'environnement. Les pertes de la biodiversité, la pollution des eaux, la dégradation des sols et les impacts sur la santé des populations locales sont des réalités bien trop fréquentes dans les zones minières. À cela s'ajoutent les émissions de gaz à effet de serre. Pour freiner ces menaces, l'ONG AEIE propose le Forum africain de l'environnement des industries extractives, en abrégé FAFEX. Thème, défis et opportunités de la réhabilitation des milieux d'extraction. Plusieurs thématiques essentielles, notamment le cadre réglementaire de la réhabilitation des sites miniers en Afrique, les innovations technologiques et les meilleures pratiques dans ce domaine, le rôle crucial des jeunes et des femmes dans la réhabilitation des sites miniers, la gestion des déchets et résidus miniers et bien sûr la contribution de la réhabilitation des sites miniers à la lutte contre le changement climatique. En clair, il s'agit de positionner la réhabilitation des milieux d'extraction comme levier de développement. À la clé, conférences, tables rondes, ateliers, planting d'arbres, expositions et visites des terrains. Entre autres partenaires de l'ONG AEIE à ce premier forum prévu du 19 au 21 février 2025 à Yamoussoukro, Abidjan Legacy Programme, les ministères des Mines et de l'Environnement. Dans un autre registre, le samedi 19 septembre 2024 s'est tenu au Centre culturel Camara Vakaramoko IRFA d'Odiné une rencontre portant sur l'opération de révision de la liste électorale. Une initiative de la coordination du RAGP dans le Denguélé. À cet effet, donc, Gaussou Touré, par ailleurs ministre-gouverneur, a invité les populations de la région à se faire enrôler massivement afin de prendre part aux futures échéances électorales en Côte d'Ivoire. Le commentaire est signé Carmel Dia. Centre culturel Camara Vakaramoko IRFA d'Odiné. C'est ce site qui a abrité la réunion portant sur l'opération de révision de la liste électorale dans le Denguélé. À l'initiative du coordonnateur principal du RHDP, cette rencontre a rassemblé les filles et fils de la région, les cadres, chefs traditionnels et guides religieux. Elle a surtout permis de sensibiliser les militants à s'impliquer massivement pour la réussite de cette opération. Je suis très content de cette réunion de lancement des activités de l'enregistrement sur la liste électorale. Au niveau du militant, je suis satisfait parce que globalement aujourd'hui, par rapport à l'objectif que le parti nous a fixé, nous sommes à 99%. Rappelons que l'opération de révision de la liste électorale a démarré sur toute l'étendue du territoire national et va s'étendre jusqu'au 10 novembre prochain. À la page religion, la communauté musulmane des Ivoiriens de France ont désormais une association officielle, l'UMIF, Union des musulmans ivoiriens de France. Et pour l'installation officielle de cette association islamique, le samedi 19 octobre dernier à Paris, une importante délégation du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, conduite par son président, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, y a effectué le déplacement. Les enjeux au cœur de cette organisation islamique, le prolongement de l'encadrement religieux des musulmans ivoiriens vivant en France, le compte-rendu de Pagassoro Kone de Mardangui. La communauté musulmane des Ivoiriens de France a désormais un statut officiel depuis la naissance de l'Union des musulmans ivoiriens de France, UMIF. Pour les accompagner et les soutenir, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, à la tête d'une forte délégation, a effectué le déplacement à Paris. Opportunité toute trouvée pour le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire d'exhorter guides religieux et prédicateurs de France à s'inscrire dans la dynamique du prolongement de l'encadrement religieux des musulmans ivoiriens. Cheikh Aïma Ousmane Diakité n'a pas manqué de lancer un appel à l'ensemble de la communauté musulmane de France à la mobilisation des fonds pour la construction d'un complexe islamique. L'homme de Dieu a aussi annoncé la création des sections du COSIM dans les pays occidentaux qui disposent d'une communauté musulmane organisée. C'est un grand rassemblement et une sorte de fédération qui doit rassembler, j'insiste sur le mot, tous les musulmans ivoiriens. Pour qu'ensemble, nous puissions en synergie réaliser un grand projet qui est de créer un complexe islamique ivoirien
en France. Cet événement majeur de l'histoire de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a également été marqué par des conseils des guides et dignitaires musulmans à l'endroit des fidèles ivoiriens. Les musulmans ivoiriens de la France, unissez-vous à la corde de Dieu. Dans l'union, on peut construire cette mosquée. Les musulmans peuvent relever tous les défis s'ils sont unis. S'ils travaillent pour le rayonnement de notre communauté, le rayonnement de l'islam. Ce rendez-vous religieux a enregistré la présence de nombreux diplomates ivoiriens et de bien d'autres personnalités. Louanges, invocations, prières et bénédictions pour des élections apaisées en 2025 en Côte d'Ivoire ont également meublé cette rencontre hautement spirituelle. Et puis terminons ce temps d'information hors de la Côte d'Ivoire avec l'élection à la magistrature suprême du candidat du parti au pouvoir au Mozambique, Daniel Chapo. L'information a été donnée par la commission électorale du pays ce jeudi 24 octobre, 15 jours après les élections générales du 9 octobre entachées d'irrégularités selon les observateurs internationaux. Son principal opposant, Venancio Mondlane, a appelé à 2 jours de manifestation pour dénoncer des fraudes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1.